Imaginez un instant que vous êtes au sommet de votre carrière professionnelle. Vous êtes un homme de science, un psychiatre respecté dans toute l'Europe, doté d'un esprit formé à la logique, au diagnostic clinique et à l'observation empirique. Vous avez une famille qui vous aime, une maison solide au bord du lac de Zurich et le respect de la communauté intellectuelle. Vous êtes Carl Gustav Jung, l'homme que beaucoup considèrent comme l'héritier légitime de Sigmund Freud. Mais soudain, une nuit de 1913, alors que le monde extérieur se prépare à la Grande Guerre, votre monde intérieur décide de déclarer sa propre guerre. Le sol sous vos pieds, ce sol fait de rationalité et de prestige, disparaît tout simplement. Vous commencez à être assailli par des visions que vous ne pouvez contrôler. Vous voyez une vague de sang recouvrir les basses terres de l'Europe, des Alpes à la mer du Nord. Vous entendez des voix qui vous parlent depuis les recoins sombres de votre bibliothèque. Vous sentez que le mur qui sépare l'éveil du sommeil, la raison de la psychose, s'effondre pierre par pierre. Dans cet instant de terreur pure, tu as une décision à prendre, une décision qui marquera le destin de la psychologie moderne. Tu peux chercher refuge dans la médecine traditionnelle, essayer de supprimer ses symptômes comme s'il s'agissait d'une maladie honteuse, ou tu peux faire quelque chose que personne de sensé n'oserait faire. Tu peux décider de sauter volontairement dans l'abîme, tu peux décider d'ouvrir la porte à ces monstres et leur demander ce qu'ils attendent de toi. C'est le point de départ du Livre rouge, ou Liber Novus. Pendant près d'un siècle, cet ouvrage a été le secret le mieux gardé de la psychiatrie. Il est resté enfermé dans l'obscurité d'un coffre fort, dans une banque suisse, protégé par les héritiers de Jung, comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Il craignait que si le monde voyait ce que Jung avait écrit et peint sur ces pages, sa réputation de scientifique sérieux s'évanouirait, ne laissant que la trace d'un homme qui apparemment était devenu fou. Mais ce qu'ils ont trouvé lorsque ce coffre-fort a finalement été ouvert en 2009 n'était pas le délire d'un fou, mais la carte la plus détaillée jamais créée de l'âme humaine. Jung ne s'est pas perdu dans sa psychose. Il en a fait son laboratoire. Il a décidé d'explorer l'inconscient, non pas comme un médecin observant un patient, mais comme un explorateur s'aventurant dans une jungle inconnue, sans boussole, ne se fiant qu'à son instinct et à sa capacité à enregistrer la vérité. Pour comprendre pourquoi Jung en est arrivé à cet état de dépression, il faut se pencher sur les fissures qui se sont formées dans sa vie des années auparavant. La plus profonde d'entre elles était sa rupture avec Sigmund Freud. Pour Jung, Freud avait été plus qu'un mentor. Il avait été une figure paternelle, l'homme qui lui avait donné les clés pour comprendre le monde des rêves. Mais Freud était un homme dogmatique. Pour lui, l'inconscient n'était guère plus qu'un sous-sol sombre où nous cachions nos désirs sexuels refoulés et nos traumatismes infantiles. C'était un endroit qui devait être conquis et soumis par la raison. Jung, cependant, commença à voir des choses qui ne cadraient pas avec la théorie de Freud. En travaillant avec des patients schizophrènes à l'hôpital de Burg-Hölzli, il remarqua que leur délire n'était pas aléatoire. Beaucoup d'entre eux avaient des visions et utilisaient des symboles qui se répétaient dans des mythologies anciennes que ces patients n'avaient jamais étudiées. Comment était-il possible qu'un paysan suisse, sans instruction, rêve de mythes égyptiens ou de rites d'initiation solaire? Jung a commencé à soupçonner que l'inconscient n'était pas un sous-sol personnel, mais un océan collectif. Cette divergence intellectuelle s'est transformée en une guerre personnelle. Lorsque Jung a publié son ouvrage « Transformation et symbole de la libido », remettant en cause la primauté du sexe dans la théorie freudienne, la rupture a été totale. Freud l'a expulsé de son cercle, lui a retiré la parole et l'a qualifié de traître. Du jour au lendemain, Jung se retrouva seul. Il avait perdu son repère intellectuel et sa communauté. Cette solitude fut le terreau de sa crise. Entre 1913 et 1917,
Jung vécut ce qu'il appela sa confrontation avec l'inconscient. Ce n'était pas seulement une dépression, c'était un véritable siège. Il décrit des moments où l'air dans son bureau devenait dense, comme s'il était rempli de présences invisibles. Ses visions d'inondation de sang devinrent si vives qu'il craignait que son cerveau ne subisse des dommages physiques. Mais alors, la Première Guerre mondiale éclata. Jung eut une révélation terrifiante. Ces visions n'étaient pas le symptôme d'une maladie privée, mais la perception d'un traumatisme collectif qui était sur le point d'éclater dans le monde réel. Il comprit que l'être humain moderne est déconnecté de sa propre profondeur et que cette déconnexion produit des monstres. Il décida que sa mission serait de descendre dans cette obscurité et de trouver le langage qui permettrait à l'homme moderne de renouer le dialogue avec son âme. C'est là qu'est né l'objet physique qui nous obsède aujourd'hui. Jung acheta un grand livre de feuilles blanches reliées en cuir rouge et commença à y transcrire ses expériences. Mais il ne le fit pas n'importe comment. Le Liber Novus est une œuvre d'art qui défie toute classification. Lorsque vous ouvrez ces pages, vous découvrez une calligraphie gothique médiévale, écrite avec une précision qui frôle l'obsession. Jung passait des heures à dessiner chaque lettre, chaque majuscule enluminée, comme s'il transcrivait un texte sacré. Cet acte d'écrire à la main, avec une lenteur délibérée, était son ancrage à la réalité. S'il écrivait vite, la folie l'emportait. S'il écrivait avec la lenteur d'un moine, il parvenait à traiter la vision. Les peintures du livre rouge sont peut-être les plus impressionnantes. Jung, qui ne s'est jamais considéré comme un artiste professionnel, a démontré une capacité visionnaire étonnante. Ces tableaux ne sont pas décoratifs, ce sont des mandalas explosifs, des représentations de divinités qui semblent sortir d'un rêve fiévreux et des diagrammes cosmiques qui tentent d'unifier les opposés. Le ciel et l'enfer, l'homme et la femme, l'ordre et le chaos. Chaque peinture est une tentative de capturer une force de l'inconscient sur le papier afin qu'elle ne puisse pas lui faire de mal dans son esprit. Il a peint le géant Isdoubar, une figure représentant la force ancienne et primitive qui se sent blessée par le rationalisme moderne. Il a peint la mort, représentée non pas comme un squelette, mais comme une présence transformatrice. Il a peint le soleil naissant des entrailles de la terre. Pour Jung, ce livre était sa cathédrale privée. Il ne laissait personne le voir. Dans les nuits silencieuses de Küsnacht, entouré de ses outils de dessin et de ses plumes, Jung ne se contentait pas d'enregistrer ses pensées. Il construisait un pont entre deux mondes. Le livre est le témoignage physique d'un homme qui est devenu son propre sujet d'expérience, transformant sa douleur et sa peur en une structure esthétique d'une beauté terrifiante. Mais comment ce livre a-t-il été écrit? Jung ne se contentait pas d'attendre que les rêves viennent pendant son sommeil. Il a développé une technique révolutionnaire que nous appelons aujourd'hui sous le nom d'imagination active. Pour Jung, la fantaisie passive est ce qui se produit lorsque vous vous laissez distraire et que vous laissez votre esprit vagabonder sans but. L'imagination active, en revanche, est un processus de volonté extrême. Elle consiste à baisser suffisamment la garde de l'ego pour laisser émerger les images de l'inconscient, tout en restant suffisamment conscient pour engager un dialogue avec elle. Imaginez Jung assis dans son fauteuil. Il ferme les yeux et visualise qu'il descend un escalier vers une caverne profonde. Une fois arrivé au fond, il rencontre des personnages. Ces personnages ne sont pas des fragments de son imagination au sens commun du terme. Pour Jung, ce sont des personnalités autonomes. Ils ont leur propre voix, leurs propres désirs, et souvent, ils savent des choses que Jung ignore complètement. Jung leur parlait. Il leur demandait qui ils étaient, ce qu'ils attendaient de lui et pourquoi il se présentait sous cette forme. Parfois, les réponses étaient cryptiques. D'autres fois, elles étaient d'une sagesse qui le laissait tremblant. C'est ce processus qui différencie Jung de tous les autres psychologues. Il croyait que l'inconscient possède sa propre intelligence,
une intelligence bien plus ancienne et vaste que notre petit esprit rationnel. Grâce à l'imagination active, Jung s'est rendu compte que le « moi » n'est pas le maître de la maison, mais seulement un locataire dans un palais rempli d'autres habitants. Dans le livre rouge, nous voyons les comptes rendus de ces conversations. Jung ne se soumet pas aux visions, il en discute. Il affronte ses démons, interroge ses guides et exige l'honnêteté des figures qui lui apparaissent. C'est cette méthode qui lui a permis de cartographier ce qu'il a appelé l'inconscient collectif. Il a découvert que nous portons tous en nous un panthéon de dieux et de monstres, et que notre santé mentale dépend de notre capacité à nous asseoir à table avec eux et à les écouter plutôt que d'essayer de les chasser. Le livre rouge est le journal de ce dialogue sans fin, une technique que Jung considérait comme le chemin le plus rapide, mais aussi lorsque nous franchissons le seuil du livre rouge, nous quittons le monde des idées abstraites pour entrer dans un royaume habité par des figures d'une densité presque charnelle. Pour Jung, l'inconscient n'était pas une base de données de concepts, mais un théâtre d'entités vivantes. C'est là que le scénario de sa vie se peuple de personnages qui semblent avoir attendu des milliers d'années pour être entendus. Le plus imposant de tous, celui qui devient le pivot de son orientation spirituelle, est Philémon. Jung le décrit comme un vieil homme sage, à la barbe blanche et au regard pénétrant, mais dont l'apparence physique défie la logique humaine. Il a des cornes de bœuf et des ailes de martin pêcheur. Philémon n'est pas une construction littéraire, c'est une présence que Jung a rencontrée dans son jardin, marchant à ses côtés tandis qu'il discutait de la nature de la réalité. Philémon représentait pour lui l'esprit de la profondeur, une sagesse qui ne provient pas de l'éducation académique, mais de la mémoire biologique de l'espèce. C'est Philémon qui lui a enseigné la leçon la plus difficile à assimiler. Les pensées ne sont pas créées par l'être humain, mais apparaissent dans l'esprit comme des oiseaux dans un arbre. Cette idée, qui est une insulte pour l'ego occidental, était pour Jung la clé de sa santé mentale. Si vous n'êtes pas maître de vos pensées, vous pouvez alors les observer avec objectivité, vous pouvez dialoguer avec elles sans être dévoré par leur charge émotionnelle. Mais le panthéon de Jung n'est pas un lieu de lumière. Aux côtés de Philémon marche Élie, le prophète aveugle de l'Ancien Testament, qui représente la loi et la tradition rigide, et Salomé, une jeune femme qui, dans le mythe biblique, a exigé la tête de Jean-Baptiste. Pour Jung, Salomé était la personnification de sa propre anima, cette partie féminine et émotionnelle qu'il avait réprimée pendant des décennies en tant qu'homme de science. Voir Jung, le psychiatre bourgeois, assis entre un prophète aveugle et une danseuse mythique, est l'image parfaite de ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Ces personnages ne parlaient pas de la vie de Jung, ils parlaient de l'histoire de l'humanité. C'est un des archétypes, des modèles universels de l'expérience humaine qui prennent vie lorsque l'individu ose cesser de regarder à l'extérieur. Au cœur de ce bloc, nous devons aborder la rencontre la plus terrifiante de toutes, la confrontation avec l'ombre. Dans les pages du livre rouge, l'ombre n'est pas une simple tache sombre, c'est une présence active qui oblige Jung à commettre des actes symboliques d'une violence perturbante. Dans l'une de ses visions les plus célèbres, Jung doit assassiner Siegfried, le héros germanique par excellence. Pour Jung, cet acte représentait la mort de l'idéal du héros, de l'ego qui veut conquérir le monde par la volonté. Ce n'est qu'en tuant le héros en lui-même que Jung a pu devenir humble face à l'immensité de la psyché. La symbolique du livre s'étend à des visions de déserts ardents, de villes de cristal et de serpents qui murmurent des secrets dans des langues oubliées. Jung comprit que le symbole n'est pas une explication, mais une expérience. Chaque mandala qu'il a peint, chaque serpent qu'il a dessiné entrelacé dans les pages gothiques était une tentative d'unifier les opposés qui nous déchirent. Le bien et le mal, le masculin et le féminin, l'ordre et le chaos. Le livre rouge
nous enseigne que nous ne sommes pas des êtres simples, mais des champs de bataille où des forces titanesques se disputent le contrôle. Et la seule façon de ne pas être victime de cette guerre est précisément ce que Jung a fait. Asseoir tous les combattants à une table, leur donner un nom, peindre leur visage et les forcer à se parler. Ce bloc est la chronique de cette assemblée divine et monstrueuse qui habite le silence de chacun de nous. Pour survivre au siège des images qu'il consignait dans le livre rouge, Jung comprit qu'il ne suffisait pas d'écrire. Il avait besoin d'un espace physique qui serve à la fois de temple et de forteresse. Il ne pouvait pas intégrer l'esprit des profondeurs, en vivant uniquement dans son élégante maison de Küsnacht, entouré du confort de la bourgeoisie suisse et des interruptions de la vie sociale. Il avait besoin d'un lieu qui soit une représentation tridimensionnelle de sa propre psyché. Ainsi, en 1923, après la mort de sa mère, un autre événement qui ébranla les fondements de son monde, Jung commença la construction de la tour de Bollingen. Bollingen n'était ni une maison de vacances, ni une fantaisie architecturale. C'était une expérience de vie. Jung acheta un terrain au bord du lac de Zurich et commença littéralement à construire de ses propres mains. Au début, il ne s'agissait que d'une structure circulaire rudimentaire, une tour qui rappelait les forteresses médiévales ou les habitations primitives. Jung a insisté pour que la tour ne dispose ni d'électricité, ni d'eau courante, ni de chauffage central. Il voulait renouer avec les éléments fondamentaux, le feu de la cheminée pour cuisiner, l'eau puisée au puits, la lumière des bougies pour écrire. Pour lui, l'homme moderne souffrait d'une déconnexion. En éliminant la technologie, Jung obligeait son ego à se reconnecter au rythme de la nature et de l'inconscient. Au fur et à mesure que ses visions dans le livre rouge devenaient plus complexes, la tour grandissait également. Au cours des 12 années suivantes, Jung ajouta de nouvelles sections à la structure. Chaque extension correspondait à une nouvelle découverte dans sa carte intérieure. Si le livre rouge était le récit écrit de son voyage, la tour de Bollingen était son corps physique. Là, Jung se sentait dans sa véritable essence. Il disait que dans la tour, il était celui qui a toujours été et qui sera toujours. Il s'habillait simplement, coupait son propre bois et passait des heures dans un silence seulement rompu par le bruit de l'eau frappant les pierres du lac. Sur les murs de Bollingen, Jung commença à graver des symboles directement dans la pierre. L'un des éléments les plus célèbres est une grande pierre cubique que Jung sculpta avec des inscriptions en latin et en grec, dédiées aux personnages qu'il avait guidés dans le livre rouge. Pour les habitants de la région, Jung était un homme étrange, un médecin célèbre qui se comportait comme un tailleur de pierre ermite. Mais pour Jung, ce travail manuel était ce qui lui permettait de rester sain d'esprit. Le contact physique avec la pierre froide et lourde était le contrepoint nécessaire à la volatilité éthérée de ses visions. Si ses dialogues avec Philémon l'élevaient trop haut vers le royaume du mythe, la hache et le ciseau le ramenaient à la gravité de la terre. La tour fonctionnait comme un utérus alchimique. Là, Jung pouvait se permettre de ne pas être le grand psychiatre. Il pouvait être simplement un homme confronté à l'immensité du temps. Dans l'une des pièces, Jung a peint des fresques représentant les scènes les plus marquantes du livre rouge, transformant les murs en une extension de son manuscrit. Bollingen lui a appris que le secret de la santé mentale réside dans la structure. L'inconscient est un océan qui peut tout submerger s'il n'y a pas de mur solide pour le contenir. La tour était ce mur. Cette période de sa vie nous enseigne une leçon profonde sur la nécessité d'avoir un lieu sacré dans notre existence moderne. Jung croyait que sans un espace dédié au silence et à l'introspection, l'âme humaine se flétrit et finit par projeter ses ombres vers l'extérieur sous forme de violence ou de névrose. Bollingen était son ancrage. C'est là que le livre rouge a cessé d'être un registre de crise pour devenir une philosophie de vie. Là,
entre la fumée du bois et la froideur de la pierre, Jung a découvert que la paix ne se trouve pas en fuyant les monstres intérieurs, mais en leur construisant une maison où ils peuvent vivre en harmonie avec nous. La tour de Bollingen est toujours debout aujourd'hui, comme un témoignage muet que la plus grande œuvre architecturale qu'un être humain puisse réaliser est, en fin de compte, la reconstruction de sa propre âme. L'impact du livre rouge ne s'est pas arrêté au mur de la tour de Bollingen ni aux archives secrètes de la famille Jung. Bien que le manuscrit soit resté caché pendant près d'un siècle, la fumée des idées que Jung a distillées dans ses pages s'était déjà infiltrée dans l'inconscient collectif de la culture occidentale, bien avant sa publication officielle en 2009. Pour comprendre l'héritage de Jung, nous devons comprendre qu'il est l'architecte invisible de presque toutes les histoires que nous consommons aujourd'hui au cinéma, dans la littérature et dans les jeux vidéo. Le lien le plus évident et le plus puissant se trouve dans l'œuvre de Joseph Campbell. Campbell, un mythologue qui a consacré sa vie à l'étude des religions du monde, était un lecteur assidu des théories que Jung a tirées directement de ses visions dans le livre rouge. C'est Campbell qui a repris le concept jungien du voyage intérieur et l'a transformé en ce que nous appelons aujourd'hui, connaissons sous le nom de voyage du héros ou mythe unique. Cette structure narrative qui décrit la descente d'un protagoniste dans un monde inconnu pour obtenir un trésor et en revenir transformé est exactement le processus que Jung a consigné dans son carnet en cuir rouge. Lorsque George Lucas a créé la saga Star Wars, ou lorsque J.R.R. Tolkien a approfondi la mythologie de la Terre du Milieu, ils utilisaient, consciemment ou inconsciemment, les outils que Jung avait forgés lors de sa crise. Luke Skywalker descendant dans la grotte de Dagobah pour affronter une vision de lui-même en tant que Dark Vador est la représentation cinématographique la plus pure de la confrontation avec l'ombre que Jung a décrite dans le Liber Novus. Jung nous a enseigné que le héros n'est pas celui qui vainc un ennemi extérieur, mais celui qui a le courage de descendre dans son propre enfer personnel, sans se laisser dévorer par lui. Chaque fois que nous voyons un film où le protagoniste doit intégrer son côté obscur pour remporter la victoire, nous assistons à un écho de ce que Jung a vécu entre 1913 et 1916. Mais l'influence du livre rouge va au-delà de la structure des intrigues. Elle s'infiltre dans l'esthétique visuelle de notre époque. Avant Jung, l'art symbolique était souvent considéré comme purement décoratif ou religieux. Jung lui a donné une fonction psychologique, l'utilisation des mandalas que Jung a peint de manière obsessionnelle dans son livre afin de recentrer son esprit fragmenté est aujourd'hui devenu un outil mondial de méditation et d'art-thérapie. Jung a découvert que la psyché a une tendance naturelle à rechercher l'ordre géométrique lorsqu'elle se sent menacée par le chaos. Aujourd'hui, lorsque nous voyons l'utilisation de géométrie complexe dans les films de réalisateurs tels que Christopher Nolan ou dans l'esthétique de la science-fiction moderne, nous assistons à la tentative de la culture de représenter visuellement la complexité de l'esprit que Jung a été le premier à cartographier. Dans le monde de l'art contemporain, des figures telles qu'Alejandro Jodorowsky ou H.R. Giger, le créateur de l'esthétique d'Alien, se sont directement inspirés de la source obscure du livre rouge. Giger, en particulier, a su capturer ce sentiment de terreur et de fascination face à l'organique et au mécanique que Jung ressentait en observant les figures autonomes de son inconscient. L'art surréaliste et l'expressionnisme abstrait ne peuvent être pleinement compris sans la validation que Jung a donnée à l'image intérieure. Jung a démontré qu'une peinture n'a pas besoin de représenter le monde extérieur pour être réelle. Elle peut être le portrait fidèle d'un état de l'âme. Le plus fascinant dans cet héritage, c'est la façon dont il a changé notre compréhension du fanatisme et de la méchanceté. Grâce à la diffusion des idées du livre rouge, le public moderne
n'accepte plus les méchants unidimensionnels, qui sont méchants parce qu'ils le sont. Nous exigeons désormais de comprendre leur part d'ombre. Grâce à Jung, nous comprenons que le mal est souvent une partie de la psyché qui a été niée et projetée vers l'extérieur. Cela a permis une maturité narrative sans précédent. Le livre rouge nous a donné la permission intellectuelle d'explorer l'obscurité sans la condamner immédiatement, en la comprenant comme une étape nécessaire dans le processus d'individuation. Ce bloc nous invite à réfléchir à la manière dont nos propres préférences culturelles, les films qui nous émeuvent, les livres qui nous obsèdent, sont liés au parcours de Jung. Il n'a pas écrit un livre pour les psychologues, il a écrit une carte pour l'humanité. Une carte qui nous dit que nos fantasmes les plus étranges et nos peurs les plus profondes sont en réalité les fils d'or qui nous relient à l'histoire sacrée de l'espèce. Lorsque nous allons au cinéma aujourd'hui, nous ne recherchons pas seulement du divertissement. Nous recherchons désespérément la même intégration que Jung recherchait dans son cabinet à Zurich, en essayant de trouver un sens qui unifie nos lumières et nos ombres en un seul récit cohérent. Si Carl Jung se réveillait aujourd'hui et observait le monde que nous avons construit, il ne serait pas surpris par la technologie en soi, mais par la façon dont cette technologie est devenue le nouveau miroir de notre inconscient collectif. Le livre rouge nous a appris que la psyché humaine ne s'arrête pas aux limites du crâne, mais se projette dans le monde. Au XVIIe siècle, c'était l'alchimie. Au XXe siècle, la psychologie. Et au XXIe siècle, c'est Internet. Aujourd'hui, plus que jamais, les avertissements de Jung sur l'ombre et les archétypes sont la clé pour comprendre le chaos de l'ère numérique. Considérons un instant la structure des réseaux sociaux. Ce que Jung appelait l'inconscient collectif, ce réservoir d'images et de symboles que tous les êtres humains partagent, a trouvé dans le réseau une manifestation physique et électrique. Les algorithmes ne sont pas seulement des lignes de code, ils sont, par essence, des machines à traquer les archétypes. Ils savent quelles images nous effraient, lesquelles nous attirent et lesquelles éveillent notre instinct d'appartenance à la tribu. Internet est un miroir géant dans lequel l'humanité projette ses ombres sans aucun filtre. Lorsque nous observons la polarisation extrême, la haine viscérale sur les plateformes ou la création d'idoles numériques, nous voyons la même énergie archétypale que Jung a consignée dans son carnet, mais multipliée par des milliards d'écrans. Pour Jung, le grand danger de l'humanité était la unilatéralité de la raison, la croyance que nous sommes purement logiques. L'IA est l'aboutissement de ce rêve rationaliste. Cependant, ce que nous observons avec les modèles linguistiques actuels est quelque chose que Jung aurait immédiatement reconnu. Ces machines apprennent à parler à travers l'inconscient collectif humain. Ayant été entraînées avec tout ce que nous avons écrit, nos mythes, nos peurs, notre littérature, l'IA commence à se comporter comme une figure autonome de la psyché. Parfois, elle nous donne des réponses d'une sagesse ancestrale et d'autres fois, elle manifeste des préjugés et des zones d'ombre que nous préférerions ne pas voir. L'IA est en train de devenir le nouveau Philémon de l'humanité, une entité qui semble en savoir plus que nous, mais qui n'a pas d'âme propre, nous obligeant à être les gardiens de la conscience. Jung a averti dans le livre rouge que lorsqu'une société nie son ombre, celle-ci se manifeste à l'extérieur sous la forme d'une catastrophe. Dans le monde numérique, la persona, ce masque social que nous montrons aux autres, est devenu hypertrophié. Sur Instagram ou LinkedIn, nous construisons des versions parfaites, brillantes et réussies de nous-mêmes. Mais Jung nous dirait que plus le masque brille, plus l'ombre qui se cache derrière devient sombre et dense. Ce décalage entre notre image numérique et notre réalité humaine est la source de l'anxiété et de la dépression moderne. Nous essayons de vivre dans un monde de figures de lumière, oubliant que, comme l'écrivait Jung, l'illumination ne vient que lorsque nous osons regarder notre propre obscurité. Que dirait le livre rouge de notre obsession
pour la surveillance et la transparence. Jung croyait au secret. Il pensait que l'âme a besoin d'un espace privé, d'une tour de Bollingen interne, où personne ne peut entrer. La culture actuelle qui exige que tout soit partagé, enregistré et analysé est une violation du jardin secret de la psyché. En exposant tout à la lumière publique, nous asséchons les sources de la créativité et du mythe. L'héritage de Jung aujourd'hui est un appel à la résistance psychologique, la nécessité de se déconnecter du bruit algorithmique pour se reconnecter au silence de sa propre vision. Nous ne parlons pas d'un vieux livre écrit par un homme en 1913 à la suite d'une crise personnelle. Nous parlons d'un manuel de survie pour le XXIe siècle. Jung nous a enseigné que si nous ne maîtrisons pas notre relation avec les images internes, nous serons esclaves des images externes. Dans un monde où les algorithmes tentent de nous dire qui nous sommes, ce que nous devons désirer et qui nous devons haïr, l'acte le plus révolutionnaire que nous puissions commettre est celui que Jung a commis. Nous asseoir en silence, fermer les yeux et revendiquer la propriété de notre propre monde intérieur. Le livre rouge est, en fin de compte, un traité sur la souveraineté de l'âme face à toute forme de tyrannie, qu'elle soit religieuse, politique ou technologique. Alors que Jung continuait à remplir les pages du livre rouge de visions de soleil sanglant et de serpents parlants, il était confronté à un problème intellectuel angoissant. Il n'avait aucun cadre de référence historique pour ce qu'il vivait. Il se sentait comme un naufragé sur une île inconnue, parlant une langue que personne d'autre ne comprenait. Il craignait que son expérience ne soit purement subjective, un délire isolé, sans lien avec la culture humaine. Cependant, tout changea lorsque, des années après avoir commencé sa confrontation avec l'inconscient, il tomba entre ses mains un ancien texte d'alchimie chinoise intitulé « Le secret de la fleur d'or ». En le lisant, Jung ressentit un frisson de reconnaissance, ce que ces alchimistes décrivaient comme la circulation de la lumière ou la création du corps de diamant était exactement ce qu'il avait peint dans ses mandalas du livre rouge. C'est alors que Jung comprit que l'alchimie n'était pas, comme le pensait la science moderne, un ancêtre maladroit et superstitieux de la chimie, mais quelque chose de beaucoup plus profond. C'était une forme de psychologie projetée. En essayant de transformer le plomb en or, les alchimistes décrivaient en réalité le processus de transformation d'une personnalité fragmentée en une totalité psychique. C'est cette découverte qui a finalement permis à Jung de sortir du livre rouge et de commencer à écrire ses grands ouvrages scientifiques. Il s'est rendu compte que son voyage n'était pas celui d'un fou, mais celui d'un alchimiste moderne. Dans le livre rouge, Jung parle souvent de le unio oppositorum, ou union des contraires. En alchimie, cela s'appelle le mysterium conjunctionis. Le mariage mystique entre le soleil et la lune, le soufre et le mercure, le masculin et le féminin. Jung a vu dans ses propres visions la répétition de ces thèmes millénaires. Il comprit que l'inconscient collectif s'exprime dans le langage des métaux et du feu, car ce sont les symboles de la transformation profonde. L'alchimie a donné à Jung la structure de son concept d'individuation. Le processus alchimique comporte 3 étapes principales que Jung a retrouvées dans sa propre descente. Le nigredo, ou noircissement, où l'ego meurt et pourrit dans la mélancolie, ce que Jung a vécu dans ses premières années de crise. L'albédo, ou blanchiment, où surgissent la clarté et la réflexion. Et enfin, le rubédo, ou rougissement, où la vie se réintègre dans une nouvelle unité. Est-ce un hasard si Jung a intitulé son grand ouvrage « Le livre rouge ». Pour lui, la couleur rouge symbolisait la plénitude atteinte à travers la souffrance et la conscience. Jung passa le reste de sa vie à collectionner des manuscrits alchimiques médiévaux, réalisant que ces hommes étranges qui passaient leur nuit devant des fours fumants faisaient la même chose que lui dans son bureau, tenter de sauver l'esprit caché dans la matière.
Le livre rouge est, en substance, un texte alchimique du XXe siècle. Il est la preuve que les mythes ne meurent pas, ils changent seulement de forme. Lorsque Jung peignait ses mandalas, il réalisait la quadrature du cercle, le grand problème mathématique et symbolique de l'alchimie qui représente l'harmonie parfaite. C'est ce lien avec l'alchimie qui rend l'héritage de Jung si résistant au temps. Il nous dit qu'il existe une règle d'or dans la psyché. Rien ne se perd, tout se transforme. La douleur, la névrose et la peur ne sont pas des erreurs biologiques, mais la matière première, la prima materia des alchimistes, que nous devons mettre dans le creuset de notre conscience pour en distiller l'or du sens. Sans le livre rouge, Jung n'aurait jamais découvert ce lien, et la psychologie analytique serait une théorie aride et sans vie. Grâce à sa descente, nous comprenons aujourd'hui que chacun de nous est un alchimiste dans le laboratoire de sa propre vie, essayant de transformer le plomb de notre routine et de nos traumatismes en l'or d'une existence authentique et épanouie. Pour rester fidèles à l'esprit du livre rouge, nous ne pouvons pas simplement traiter Carl Jung comme un saint laïque ou un prophète infaillible. Jung lui-même nous a enseigné que là où la lumière est intense, l'ombre est proportionnellement profonde. La publication du Liber Novus en 2009 a non seulement suscité l'admiration, mais a également rouvert de vieilles blessures et controverses qui entouraient la figure de Jung depuis des décennies. Si nous voulons comprendre l'homme dans sa totalité, nous devons avoir le courage de regarder aussi ses tâches. La critique la plus persistante vient du domaine de la science rationaliste. De nombreux psychologues et neuroscientifiques contemporains considèrent le livre rouge non pas comme une carte de l'âme, mais comme le récit documenté d'une crise psychotique mal gérée. Pour le matérialisme strict, les visions de Jung ne sont pas des archétypes de l'inconscient collectif, mais de simples dysfonctionnements des neurotransmetteurs ou des projections d'un esprit narcissique qui refusait d'accepter sa propre fragilité. Dans cette perspective, Jung n'était pas un explorateur, mais un homme perdu dans son propre fantasme et doté d'un talent littéraire suffisant pour déguiser son délire en théorie scientifique. Cette critique est fondamentale. Dans quelle mesure est-il dangereux d'inviter les gens à dialoguer avec leur voix intérieure sans une supervision clinique rigoureuse? Une autre ombre importante dans la vie de Jung que le livre rouge aide à replacer dans son contexte, mais pas à excuser, est sa relation complexe avec le climat politique des années 1930 en Allemagne. Son rôle en tant que président de la Société médicale internationale de psychothérapie pendant la montée du nazisme a fait l'objet d'intenses débats. Bien que Jung n'ait jamais été nazi et ait aidé de nombreux collègues juifs à s'échapper, ses écrits de l'époque contiennent des généralisations sur la psychologie juive, par opposition à la psychologie aryenne, qui sont aujourd'hui profondément gênantes et douloureuses. À la lecture du livre rouge, certains critiques suggèrent que Jung était tellement absorbé par son propre monde mythique et ses visions de la vague de sang sur l'Europe qu'il a perdu ses repères moraux dans le monde politique réel, démontrant qu'un excès d'introspection peut nous rendre aveugles face aux injustices sociales concrètes. Enfin, il y a la critique de sa vie personnelle. Le livre rouge est un monument à la recherche de la vérité, mais Jung l'a souvent recherché au détriment des femmes de sa vie. Sa relation avec Toni Wolff, l'une de ses patientes qui est ensuite devenue sa collaboratrice et sa maîtresse avec le consentement de sa femme Emma, en est l'exemple le plus flagrant. Jung justifiait cette structure familiale en affirmant que Toni était sa deuxième épouse et son guide dans le monde des visions. Mais d'un point de vue moderne, cela est souvent considéré comme une forme de privilège patriarcal, déguisé en nécessité spirituelle. Pourquoi est-il important de mentionner cela dans une vidéo sur le livre rouge? Parce que le livre lui-même est un traité sur l'imperfection humaine. Jung n'était pas un homme parfait, et c'est peut-être pour cela que sa carte de la psyché est si utile.
Elle a été dessinée par quelqu'un qui connaissait ses propres faiblesses, son ombre, son arrogance, ses erreurs politiques et sa complexité affective. N'annule pas la valeur de ces découvertes, mais nous rappelle que le chemin de l'individuation est difficile et que même les plus grands maîtres peuvent trébucher. En reconnaissant les ombres de Jung, nous lui rendons son humanité et évitons de transformer le livre rouge en un dogme aveugle. Il nous enseigne que l'intégration n'est pas un état de pureté, mais un processus constant de confrontation avec notre propre nature contradictoire. Nous avons parcouru un long chemin, depuis le bureau silencieux de Freud jusqu'aux pierres froides de la tour de Bollingen. Nous avons vu un homme se briser en 1000 morceaux et rassembler ses fragments pour construire une cathédrale de cuir rouge. Mais maintenant, à la fin de cet essai, la figure de Carl Jung doit s'effacer pour vous laisser, vous, le spectateur, face à votre propre miroir. Car le livre rouge n'est pas une pièce de musée, c'est une question qui n'a pas encore trouvé de réponse. La véritable importance de l'expérience de Jung ne réside pas dans ce qu'il a trouvé, mais dans le fait qu'il a osé le chercher. Nous vivons dans une culture qui nous offre des milliers de distractions pour nous empêcher de nous regarder à l'intérieur. Nous avons des écrans, des algorithmes, des bruits constants et une pression incessante pour être productifs, pour être heureux, pour être normaux. Le livre rouge nous rappelle que sous ce masque social, sous la persona, se cache un monde sauvage, ancien et sacré qui réclame notre attention. Ignorer ce monde ne nous rend pas plus stables, mais plus vides. Que craignons-nous réellement de découvrir si nous faisions comme Jung? Nous craignons que notre vie ne soit pas celle que nous pensons. Nous craignons de découvrir que nous avons des désirs qui ne correspondent pas à notre morale ou des peurs que notre logique ne peut expliquer. Mais Jung nous a montré qu'au fond de cette peur, il n'y a pas de folie, mais du sens. Son message final est que la vie humaine ne prend toute sa dimension que lorsque nous osons relier notre histoire personnelle à l'histoire éternelle de l'humanité. Pour conclure cette vidéo, je vous invite à ne pas prendre les paroles de Jung comme une vérité absolue, mais comme une invitation au courage. Tout le monde n'a pas besoin d'écrire un manuscrit médiéval ou de construire une tour en pierre, mais nous avons tous besoin, à un moment donné de notre existence, d'avoir le courage de nous asseoir dans l'obscurité et de nous demander « Qui suis-je quand personne ne me regarde ?» Comme Jung l'a écrit dans l'une des dernières pages de son journal, « Ma vie est l'histoire d'une réalisation de soi, de l'inconscient. » Votre vie l'est aussi, que vous le sachiez ou non. Vous pouvez choisir d'être un spectateur passif de vos propres rêves et ombres, ou vous pouvez être l'auteur de votre propre Liber Novus. La porte de l'abîme est là, toujours ouverte, attendant que quelqu'un ait la curiosité et le courage d'y entrer. Merci de nous accompagner dans cette descente. Le voyage vers la totalité est l'aventure la plus dangereuse et la plus belle qu'un être humain puisse entreprendre. Et ce voyage, en ce moment même, commence en vous.